Les gens ont décidé de plus payer. Il y en a 2 qui ont décidé de plus payer. Je suis partie en procès au tribunal. Donc quand c'est la première expérience, on se dit waouh, c'est quand même rude en fait. J'achète un immeuble avec les gens qui y a dedans, je me retrouve au procès un mois après. Mais moi, en l'occurrence, c'est mes fonds propres. Donc c'est un gros risque d'investir dans les startups. Là, je mets vraiment en garde les gens. Parce que je me suis posé la question de la courte durée. Est-ce que c'est encore viable pour 2025 ? Salut à vous 3. Salut. T'as pas de micro, Sonine, du coup, on va se passer le micro. On aura 3 micros pour 4 personnes. On fait ça un peu à l'improviste aujourd'hui. On est dans un événement tous ensemble à côté de Rennes, dans un magnifique château d'antan. J'ai regardé 1833, il me semble. Voilà, comme ça vous le saurez. Repartirez d'ici avec une petite info en plus. Donc on est tous là pour un séminaire qui s'appelle donc le Live Mastermind. On est tous intervenus dans une table ronde dans la journée où on va encore intervenir. Donc on profite de ce petit moment de répit pour discuter entre nous d'un sujet intéressant qui est quels sont vos projets déjà à vous en 2025 pour faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ne pas faire comme les autres. C'est ça aussi que veulent entendre nos auditrices et nos auditeurs. On va commencer par vous présenter peut-être les filles d'abord. Alexandre, qui est déjà passé sur le podcast, va se représenter aussi. Je vous laisse vous débrouiller sur qui commence. Allez, je commence. Donc Pauline, moi je suis ingénieure dans la fonction publique et à côté j'investis dans l'immobilier locatif depuis 3 ans. Et donc là, le but c'est de vivre de l'immobilier en 2025. Donc il va falloir développer d'autres stratégies en mêlant l'immobilier locatif et les revenus en ligne. Donc j'ai un compte Instagram où je partage des conseils pour rénover et investir intelligemment. Donc je compte sur ces 2 piliers, les revenus locatifs plus les revenus en ligne, pour bâtir une indépendance financière. Merci. Bonjour, moi c'est Sonine Henry. Alors moi je suis expert comptable et expert en conseil patrimonial. J'étais salariée auparavant. Moi j'ai quitté le salariat grâce à l'immobilier en 18 mois, en investissant dans des immeubles de rapport, en faisant de la location courte durée et en classant en meublé de tourisme étoilé du coup ces locations pour justement augmenter ma rentabilité et quitter plus rapidement mon job. Voilà. Donc moi mes objectifs 2025 là c'est continuer effectivement à développer mon cabinet parce que j'accompagne beaucoup d'investisseurs immobiliers, aussi bien l'investisseur débutant que l'investisseur un peu plus rodé sur des montages de sociétés, sur des montages de holding, vraiment pour maximiser la rentabilité et pourquoi pas transmettre le patrimoine dans des bonnes conditions. Merci Sonine. Et bonjour, je m'appelle Alexandre Lacharme, je suis entrepreneur. Alors pour arrêter de travailler, j'ai pas mis 18 mois, mais j'ai mis 10 ans, 10 bonnes années, en achetant à crédit des places de parking, parallèlement à mes emplois de commercial. J'ai investi dans une dizaine de startups aussi depuis 2 ans, beaucoup dans le B2C et la food, en fait, des enseignes de restauration, de boulangerie à Paris, une dizaine de souscriptions d'associations. Et je suis auteur et je prépare un 2e livre sur les finances personnelles qui sort en avril. Merci en tout cas pour la présentation. Alors, moi j'ai une question pour vous, après vous verrez qui veut répondre en premier lieu. C'est déjà qu'est-ce que vous avez fait ? J'aimerais savoir ce que vous avez fait vraiment de manière plus précise en immobilier, chacun. Et après la deuxième question ce sera qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Notamment toi tu parlais des meublés de tourisme classés d'avantages fiscaux, c'est très mouvant, c'est en train de changer, il y a plein de choses qui changent, plein de choses qui vont changer aussi. Donc peut-être un état des lieux actuel et puis quelles sont vos perspectives ? Pauline, tu veux commencer ? Alors j'ai commencé par un achat-revente de résidence principale quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active. Et en revendant cette maison, j'ai dégagé une plus-value. Et c'est ça qui m'a fait me lancer dans le locatif. Donc depuis 2 ans, j'ai investi dans 9 lots et j'ai utilisé des stratégies différentes. Un peu de courte durée, un peu de longue durée, du nu, du meublé. Et là, je m'oriente plutôt vers des stratégies d'immeubles de rapport ou de maisons à diviser. Parce que c'est vrai qu'au début, j'étais plutôt sur des petites surfaces en copro. Et je me suis rendu compte que finalement, l'énergie à déployer pour une petite surface, c'était quasiment la même pour un immeuble. Et que du coup, ça permettait de faire plus de volume. Tu fais ça dans quelle région ? Avignon. Donc autour d'Avignon, il y a pas mal de stratégies différentes intéressantes, à la fois dans le locatif, parce qu'on a des prix d'achat qui sont encore raisonnables. On a des villes assez étudiantes. Donc Avignon, on a une faculté. Mais on peut aussi faire de l'achat-revente avec des secteurs qui sont assez cotés, avec un prix au mètre carré intéressant pour pouvoir faire une plus-value. Ok, très clair. Tu nous donneras après, je pense qu'on va faire le tour, quelques exemples peut-être concrets, chiffrés de différents types d'investissements qui ont évolué aussi dans ton parc. Sonine ?
Oui, alors moi j'ai commencé par 2 biens patrimoniaux, donc en région parisienne, à Paris même. Forcément, c'était des biens qui n'étaient pas rentables, hein. C'est le type de bien où effectivement on acquiert une valeur ajoutée plus tard, dans 20 ans, à la fin du crédit, mais pas forcément tout de suite. Et quand j'étais dans cette optique de quitter mon job salarié, parce que là j'étais au bord du burn-out, hein, il a fait que je trouve une stratégie assez rapide pour partir rapidement et voilà. Remplacer mon salaire, parce que partir avec 1000 euros en termes de rémunération, c'était pas suffisant pour moi. Il fallait que j'ai à peu près le même salaire que celui que j'avais en étant salarié. Du coup, la stratégie qui pour moi était la plus optimisée, c'était investir dans des immeubles de rapport. Voilà, donc avoir plusieurs appartements, l'acheter moins cher au mètre carré, diluer le risque aussi parce que du coup ça faisait plusieurs locataires, hein, et surtout pouvoir faire les stratégies que je voulais à l'intérieur de l'immeuble. Donc le premier immeuble que j'ai acheté, c'était l'opportunité de tester la location courte durée. Je ne connaissais pas du tout. On est en 2018. J'avais un appartement dedans qui était vide. Je me dis, on y va. C'était un appartement qui était plutôt grand, donc c'était un 3 pièces, hein, avec 2 chambres. Jusqu'au bout, j'ai eu un doute, hein. Je commençais à monter les meubles, des lits. J'ai acheté plein de draps. Enfin bref. Et là, je me dis, si jamais ça marche pas. Finalement, ça a cartonné puisque j'ai fait 36 000 euros sur un seul bien, avec un immeuble acheté 210 000 euros. Donc là, forcément, chaque locataire qui part, c'est dupliqué. Le concept est dupliqué. J'achète un deuxième immeuble et je fais la même chose en fait. Et c'est comme ça que voilà. Après, je les ai fait classer. Alors, comme je suis aussi expert comptable, forcément, la fiscalité, c'est un peu mon point fort, on va dire. Donc, je savais qu'il y avait des avantages fiscaux par rapport au milieu de tourisme, classé, étoilé. Donc je me suis engouffrée dans cette brèche et c'est pour ça qu'effectivement j'ai pu dégager une bonne rentabilité, quitter mon job et faire l'inverse, c'est-à-dire créer après mon propre cabinet. On peut peut-être s'arrêter 2 secondes justement et que tu peux expliquer peut-être ce qu'est un meublé de tourisme classé. Oui, bien sûr. Et comment ça marche. Oui, tout à fait. Alors en fait, on choisit nous-mêmes le nombre d'étoiles qu'on a envie d'attribuer à notre appartement. Ensuite, il y a une liste qui est éditée par Atout France, l'organisme du coup agréé par le ministère du Tourisme, qui propose du coup une grille pour pouvoir classer son meublé avec des critères en fait de notation, une grille de notation et du matériel, des équipements qui doivent figurer dans vos appartements. Alors forcément, tous les appartements ne peuvent pas se traiter à du 5 étoiles par exemple, parce que là on est sur des niveaux d'ascenseur qu'il faut on donne une certaine surface, 5 étoiles, il faut des chambres de telle ou telle surface, voilà. Donc on choisit en fonction de ce qui peut effectivement nous convenir. Après, ça peut être aussi stratégique, d'accord, parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir tous du 4 étoiles, parce que peut-être que la cible dans la ville, c'est que du 3 étoiles. Donc il faut être très stratégique là-dessus. Et de la même façon, peut-être qu'on vise que le 4 étoiles, parce que ça permet justement de distinguer, parce qu'il y a des équipements il y a déjà du 3 étoiles ou de 2 étoiles dans la région en question. Donc voilà, c'est vraiment stratégique. Et à partir de là, on met le matériel qu'il faut et on fait venir quelqu'un. En fait, une société qui est là pour attribuer des étoiles. Donc la société fait le tour, calcule des points, et là vous attribue l'étoile, le nombre d'étoiles. C'est pas très cher, ça dure 5 ans, donc vraiment si vous avez l'opportunité de le faire, il faut le faire. On est sur à peu près 200 € par exemple, pour un appartement de 2-3 pièces. Donc 200 € pour un agrément qui dure 5 ans, ça vaut vraiment le coup. Fiscalement, alors on parle d'avant le changement, quand on était en micro, on avait un abattement de 71%. Ce qui est énorme. Là, on passe à 50%. 71 au lieu de 50. Au lieu de 50, tout à fait. Au lieu de 50, effectivement, quand on est en meublé. Là, on bascule du coup à 50, hein, avec les changements qu'il y a eu en termes sur le meublé de tourisme. Donc ça reste toujours un avantage très intéressant. Et surtout, ce que les gens ne connaissent pas, c'est que quand on fait du meublé et qu'on dépasse un certain seuil, notamment 23 000 € de chiffre d'affaires, on est soumis à cotisation sociale, qu'on soit professionnel ou pas professionnel. D'accord, il faut distinguer vraiment l'aspect LMP fiscal et le statut social, en fait. Et le social, c'est 23 000 € de chiffre d'affaires en meublé. Vous êtes soumis à cotisation sociale. Quand vous êtes classé, vous êtes soumis à un taux de 6%, alors qu'on est à peu près sur 22%, suivant le statut que vous avez à côté. Donc c'est encore un avantage fiscal et social non négligeable pour, vous voyez, une mise qui n'est pas tellement plus importante. Alors souvent on me dit oui, mais 4 étoiles, ça veut dire qu'il faut faire du haut de gamme. Pas forcément. Oui, il faut quelque chose de joli. De toute façon, pour distinguer son appartement des autres sur les annonces, il faut quelque chose de joli. Mais ça peut très bien... c'est la valeur perçue par les gens, donc vous pouvez très bien acheter quelque chose qui ne vaut pas forcément cher. Dans la grille en fait, de notation d'Atout France, ce n'est pas des équipements de marque qu'il faut forcément, c'est l'équipement. C'est un réveil, c'est un porte-manteau, c'est des choses comme ça en fait. Donc là, ça va très très vite. Et on peut facilement
voilà, avoir des étoiles pour pas grand-chose finalement en termes d'investissement. Bah, merci, c'est intéressant d'avoir un petit topo. Non, mais c'est très bien, au moins c'est assez exhaustif sur ce qu'est un meublé de tourisme, donc ça c'est cool. Alex, est-ce que tu veux nous parler justement des investissements que tu as fait ? Tu as cité les parkings, c'était connu pour ça, tu avais écrit aussi un livre là-dessus. Tout à fait, les parkings c'était le premier investissement que j'avais fait à partir de 2013. Après je vais te parler de la suite, mais juste pour revenir, là où c'était atypique, c'est que j'achetais des places qui étaient un peu dévaluées, qui étaient un peu biscornues, donc qui étaient moins chères en fait. J'achetais moins cher que le marché parce que je savais que j'allais plutôt y garer des scooters et des motos ou des vélos aussi. Et du coup, une place un peu triangulaire, au lieu de l'acheter en moyenne 20 000 euros à Paris ou 25 000 euros en fonction des arrondissements, j'ai acheté peut-être 12-13 000 euros. Et du coup, moi, je divisais, je mettais des motos et tout ça. Donc, j'avais cette niche dans la niche qui est un peu atypique par rapport au parking en général. Ensuite, j'ai sorti mon livre en juin 2022. Juste avant, j'avais quitté mon job. Et ensuite, je me suis dit, quelle est la suite en fait, tout simplement. Donc, je me suis dit, je vais investir dans les startups, puisque quand j'étais salarié, j'avais pas mal de clients assez aisés qui me disaient, tiens, j'ai fait de l'immobilier, mais j'ai aussi pris des participations dans des entreprises, donc ça me faisait un peu rêver. Je me suis rendu compte que ça rapporte pas d'argent quand tu investis dans les startups, au moins dans un premier temps, parce qu'il n'y a pas de dividende en fait. Finalement, tu mets de l'argent, l'horizon moyen de sortie c'est 5 ans, si l'entreprise dépose pas un bilan. Donc tu mets par exemple, le modèle c'est tu mets 15 000 euros dans une boîte, soit en perso ou soit à travers ta société, et tu rentres au capital, soit en direct dans l'entreprise ou soit via un véhicule qui s'appelle un SPV, qui est une holding finalement qui va elle-même investir, donc c'est comme un club deal. Et ensuite le modèle c'est lors de la revente de l'entreprise, par exemple, ou lorsqu'il y a une nouvelle levée de fonds, un nouveau tour de table, par exemple avec un fonds d'investissement qui va arriver avec une plus grosse somme, le fonds d'investissement va dire moi je mets 10 millions d'euros dans cette startup. Par contre les petits investisseurs du début, parce que moi je rentre vraiment ce qu'on appelle en seed, c'est au départ, les petits investisseurs du début, ils vont sortir. Et du coup, s'il y a cet événement de liquidité, qui n'est pas de ton fait, tu l'as subi finalement, là tu as la possibilité de sortir, donc de vendre tes parts et d'avoir une plus-value. C'est ça l'objectif. Donc moi pour l'instant ça fait 2 ans que j'ai investi dans la dizaine d'entreprises. Il n'y a pas eu d'exit, comme on dit, de revente. Il y a eu des casses ? Il n'y a pas de casse. Okay. Il n'y en a aucune qui est au tapis. J'ai eu 1 ou 2 réunions un peu houleuses où j'étais passif dans la réunion, mais il y avait ce qu'on appelle les lead invest, ceux qui mettent beaucoup d'argent sur la table, qui challengeaient un peu les fondateurs, qui n'étaient pas forcément bons sur le recouvrement. Il y avait de l'argent qui était dehors, donc c'était assez chaud, donc c'était pas hyper rassurant pour moi. Mais il n'y a pas de casse pour l'instant. Donc je croise les doigts et je pourrais te tenir au courant sur la suite, mais l'horizon moyen c'est entre 3 et 7 ans, donc on va dire 5 ans. Donc il y a cette partie-là, tu vois. Et après il y a la partie aussi auteur, qui est une vraie, j'ai envie de dire vocation chez moi. Tu vois, j'ai pas écrit le livre en one shot. J'en ai écrit un deuxième, j'en ai déjà un troisième aussi en préparation. Et c'est vraiment quelque chose qui m'anime en fait, au-delà de faire plus d'argent avec l'immobilier. Donc je prends un peu de recul avec l'opérationnel immobilier. C'est quoi le deuxième que tu as écrit ? Le deuxième, c'est sur les finances personnelles, qui n'est pas encore sorti, qui sort en avril. Okay. Là, je suis en plein dans j'allais dire le bouclage, mais il n'est pas terminé. J'ai vu mon éditeur il y a 2 jours qui m'a dit, Alexandre, dans un mois, tu rends le livre, est-ce que c'est OK ? J'ai regardé un peu mes chaussures, j'ai dit bon, c'est OK, mais c'est pas OK en fait, mais on va le faire. Ce sera sur les finances personnelles, donc la gestion du budget, la partie mindset, dans quoi investir, toute cette partie vraiment très grand public, très activable, très dans l'air du temps aussi. Donc ça c'est avril, et j'ai envie d'en faire un troisième sur la vente, sur la persuasion, sur la négociation aussi, qui était mon métier parce que j'étais commercial pendant 12 ans. Ok, merci pour cette bonne image de toi, et on va parler de la suite tout de suite maintenant. Pauline, t'envisages quoi sur 2025 ? C'est quoi pour toi Est-ce qu'il y a des choses que tu remets en question dans ta stratégie ? Oui, sur les stratégies 2025, justement, c'est intéressant de t'avoir, Sonine, parce que je me suis posé la question de la courte durée. Est-ce que c'est encore viable pour 2025 ? Et est-ce que dans une optique où je veux quitter mon job et remplacer mon salaire, est-ce que de la location courte durée, c'est assez stable ou pas ? Et je me suis dit, je vais peut-être sécuriser mes revenus locatifs et aller plutôt sur de la longue durée, parce que je sais que le gouvernement ne tapera jamais dessus, à l'inverse de la courte durée. Et c'est plus facile de générer des revenus sans forcément sortir de la concurrence, sortir de l'ordinaire. Donc moi, je m'oriente plutôt vers des immeubles de rapport,
avec des locations longue durée. Et il y a toute une stratégie autour des passoires thermiques qui sont de plus en plus touchées par la réglementation. Et donc, il faut savoir qu'un logement qui est trop énergivore, il va être progressivement interdit à la location. Donc, il y a une marge de négociation sur ces logements, parce que peu d'acquéreurs veulent prendre le risque d'investir dans des passoires thermiques, notées F ou G. Et le but en tant qu'investisseur, c'est d'apporter de la valeur à un bien. Donc, c'est de le rénover intelligemment, à moindre coût, de lui faire gagner des lettres dans le DPE, et du coup de le louer plus cher, et ensuite le revendre plus cher, parce qu'on voit qu'il y a une vraie valorisation par rapport à la performance énergétique. On peut faire un petit rappel des dates, si vous les avez en Oui, tête. alors elles changent, elles sont vouées à changer. Mais là, actuellement, on a déjà une partie des logements G qui sont interdits à la location. Au 1er janvier, là, d'ici quelques jours, ça dépendra quand sortira le podcast, mais 1er janvier 2025, on a l'ensemble des biens notés G qui seront interdits. Et ensuite, de mémoire, ça va être progressif jusqu'à 2034, tous les logements E, F et G interdits à la location. C'est ça, 2028 F. 2028 2034 E. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, il y a toujours cette course à la lettre D qui est compliquée à atteindre dans l'ancien sur les petites surfaces notamment, même s'il y a eu une mise à jour qui a été publiée au 1er juillet, qui revoit quelques critères, mais bon, en soi, sur les studios 18-20 mètres carrés, c'est quand même compliqué sans pompe à chaleur, on met de côté la pompe à chaleur, d'être en D. Et c'est vrai que c'est pour ça que je pense que je partage un peu ton avis. Je pense que ça va être revu, ça doit être révisé, parce que quoi qu'il en soit, on peut avoir des biens qui ne sont pas du tout des passoires thermiques, mais qui sont quand même mal notés du fait de l'algorithme. Ok. Donc toi, l'idée, ce que tu dis, c'est on va plutôt axer sur des immeubles, donc en monopropriété, dans lesquels tu es libre de rénover comme tu veux, quand tu veux. Voilà. Où il n'y a pas les contraintes de la copro pour tout ce qui est, par exemple, isolation de la façade, changement toiture, du système de chauffage, toiture, etc. Ok, cool. Ouais, ou les sols, si tu veux accéder d'un appartement à l'autre, si tu es chez toi en haut et en bas, c'est plus facile. Puis après, pour ceux qui veulent vraiment s'y intéresser, il y a beaucoup d'aides. Donc c'est des démarches administratives assez longues, mais on a pas seulement MaPrimeRénov', il y a des aides de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, des actions sur Action Cœur de Ville par Action Logement, où là ça peut être très intéressant si on prend le temps de se pencher sur le sujet et d'avoir une stratégie après de conventionnement en logement social privé, où en fait en échange de louer à un plafond de loyer, on a des avantages sur les travaux, des aides sur les travaux et des avantages fiscaux. C'est souvent la location nue par contre, non ? Et c'est que de la location nue, voilà, il y a tout un ensemble. C'est tout le temps même de la location nue. Okay. Après, il y a 6 ans minimum de location, voire 9 si on prend les subventions Action Cœur de Ville. Donc c'est sûr qu'il y a des contraintes, mais il faut faire le calcul et ça peut être intéressant dans certains cas. Donc ça, c'est toi, ton orientation 2025. Ouais, c'est ce que je pense le mieux pour 2025. Okay. Et je suis curieuse d'avoir ton avis, Sonine, sur l'avenir de la LCD. Alors effectivement, c'est une question qui m'est beaucoup posée, forcément avec cette instabilité fiscale et surtout cette loi anti-Airbnb appelée loi Lemer. J'ai eu la chance moi de m'entretenir avec Anaïg Lemer du coup jeudi, où j'ai posé toutes les questions par rapport à cette loi et ce qu'il en était finalement, qu'est-ce qui était encore dans les tuyaux. Ce qu'il en ressort clairement, c'est qu'on se dirige vers une professionnalisation de la location courte durée. C'est-à-dire non seulement en termes fiscaux et statut, c'est-à-dire que le but du gouvernement c'est d'enlever les statuts intermédiaires, peut-être loueur en meublé non professionnel, qui n'a pas de sens. Soit on est loueur en meublé de courte durée, soit on ne l'est pas. Donc c'est un vrai business. Aux yeux du gouvernement, c'est un business. On fait de l'argent dessus, donc c'est un business. Il n'y a pas de raison qu'on continue à bénéficier effectivement des avantages qu'on a eu jusque-là. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut pour autant arrêter la location courte durée ? Non, justement, parce que il faut en tirer le meilleur parti dans le sens où il y a aussi des opportunités. Parce que ça va réduire forcément, je suis désolée, j'en fais partie en plus, des personnes qui ne pourront pas franchir le cap, qui ne pourront pas transformer leur business, on va dire. Et du coup, ça va être des opportunités pour les gens qui sont professionnels. Donc ça va être des logements de meilleure qualité, peut-être qu'on va pouvoir les louer plus cher parce que justement, il y aura beaucoup moins de concurrence. Là, actuellement, on assiste à des prix qui sont cassés, à des prix dérisoires. Pour 40 € par exemple, il y a des nuitées. Comment voulez-vous que les gens qui ont vraiment investi, le phénomène de la location courte durée, on a aussi beaucoup de location courte durée. Pourquoi ? Parce que la sous-location professionnelle s'est beaucoup développée. Là où actuellement, auparavant, seuls les propriétaires pouvaient acheter des biens et être bloqués par les taux d'endettement et faisaient la location courte durée justement pour augmenter cette rentabilité, on a effectivement maintenant des gens qui sont en sous-location professionnelle, donc qui ne sont pas coincés par le taux d'endettement et qui investissent aussi. Donc le marché peut être saturé dans certaines villes. Et donc on arrive à des prix qui sont cassés parce que forcément quand quelqu'un a un crédit immobilier, je dis n'importe quoi, de 1 000 €, peut-être que la personne qui l'a eu en sous-location l'a eu à 500 €. Voilà.
Donc là, forcément, les prix peuvent être cassés. Et pour les gens qui ont investi, qui ont aménagé le bien, on n'est plus dans la même cour. Donc là, ça peut effectivement créer des opportunités pour ceux qui peuvent se permettre justement de se professionnaliser pour continuer à investir et continuer là-dedans. Et puis malheureusement, pour les autres, ça va réduire le champ. Ce qu'il faut surtout, c'est, je pense, maîtriser la fiscalité. Aller là où ça peut être avantageux. Donc ça veut dire ne pas se concentrer sur un seul domaine, sur une fiscalité, sur un statut. Vraiment mixer les différents statuts. De toute façon, on le sait depuis le départ en tant qu'expert comptable. Ces lois fiscales, on les voit plus ou moins dans les tuyaux, puis ça sort pas, c'est validé, c'est rejeté. Donc ça fait plusieurs années, donc on sait plus ou moins que ça va être remis en cause au bout d'un moment. Donc il faut toujours, on dit toujours à nos clients de ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Et encore plus quand on est sur de la fiscalité personnelle, comme les loueurs en meublé, professionnel ou non professionnel, ça touche les revenus personnels. Et malheureusement en France, quand on a de l'immobilier en personnel, on est considéré comme des riches. Quand on est en SCI ou en SAS, ça rentre en fait dans la fiscalité des sociétés. Et l'économie française a besoin des sociétés pour fonctionner. Donc on a la même fiscalité en tant que professionnel de l'immobilier, en agissant en tant que sous SCI ou quoi que ce soit. On a la même fiscalité que quelqu'un qui est en SAS, c'est la même fiscalité. Donc forcément, la fiscalité des entreprises sera un peu moins touchée, sera beaucoup plus stable. Et on tendra même, comme ça a été le cas pour l'impôt sur les sociétés, sur une baisse finalement de l'impôt sur les sociétés. Donc voilà, vraiment maîtriser la fiscalité, bien la connaître pour savoir là où vous pouvez optimiser. Quel est le bon régime qu'il faut adopter pour tel ou tel bien, quelle stratégie pour tel ou tel bien. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Donc il faut vraiment pouvoir effectivement s'adapter en permanence en fait. Être investisseur immobilier finalement c'est être entrepreneur aussi. Donc c'est s'adapter en permanence, se renouveler en permanence. Et donc je comprends ce que tu dis effectivement de partir. Au départ tu voulais partir sur location courte durée puis finalement rebasculer sur le nu. Alors de la discussion que j'ai eue également avec Madame la députée, il semblerait, en tout cas ce qui s'en sort, c'est que ce soit le nu qui soit favorisé, clairement. Voilà. Elle a demandé de son côté à ce que les abattements en termes de nu soient réaugmentés pour le distinguer justement du meublé. Parce que là, le meublé, avec la loi de finances, on passe maintenant sur le meublé, effectivement, sur du micro à 30%. 30%, alors qu'au départ, on était à 50%. Et surtout, le seuil s'est abaissé à 15 000 € pour le micro. D'accord, donc on bascule au réel dès qu'on est à 15 000, alors qu'avant, on était à 77 000 à peu près. Voilà. Donc là, son idée, c'est de privilégier encore plus le nu en essayant d'augmenter le taux du micro à 40-50% et en relevant le plafond, parce que si on reste à 15 000, on est vite limité aussi. Donc remonter le plafond. Et ça pour contrer la location courte durée. Voilà, tout à fait. Et par contre, ce qu'on a demandé surtout, autant en profiter quand on est en face d'un député, d'une députée, c'est de redonner quand même confiance aux propriétaires. Ça, c'est important. Parce que, on nous enlève quelque chose qui finalement était peut-être une garantie pour beaucoup de loueurs, justement, de se dire je loue en location courte durée parce que justement j'ai moins le problème des impayés, mon appartement est peut-être un peu plus entretenu parce que le ménage est fait régulièrement, il est contrôlé régulièrement. Alors je ne parle pas des cas très malheureux, mais c'est vrai que du coup on a quand même une maîtrise en tout cas sur l'état de l'appartement et des paiements finalement, parce que les clients payent avant de rentrer dans l'appartement, qu'on n'a pas sur du nu. Et le nu, il ne faut pas oublier que les baux sont 3 ans et pas de 1 an. Donc il faut redonner cette confiance aux propriétaires, de se dire qu'ils peuvent louer en toute sérénité, sans avoir quelqu'un qui ne paye plus au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, j'avais acheté justement un immeuble. Quand je suis arrivée et que j'ai pris les clés, les gens ont décidé de plus payer. Il y en a 2 qui ont décidé de plus payer. Je suis partie en procès au tribunal. Donc quand c'est la première expérience, on se dit waouh, c'est quand même rude en fait. J'achète un immeuble avec les gens qui y a dedans, je me retrouve au procès 1 mois après. Pas 1 mois après. 1 mois après, ils ont arrêté de payer. J'ai quand même attendu 6 mois. Oui, de toute façon, c'est que des périodes de 2 mois. Voilà, c'est ça. Commandement, la injonction. tribunal me faisait peur. Je repartais encore. Voilà. Ça a été une négociation pour les faire partir. Sinon, je partais sur 2 ans de procès, quoi. Voilà. Donc forcément, ça, il faut regagner la confiance des propriétaires. Sur le sujet location courte durée, je te rejoins. Nous, on en a fait beaucoup en centre-ville de Toulouse. On en a encore quelques-unes, mais beaucoup moins. Mais il y a une concurrence phénoménale. Le nombre de logements, par exemple, à Toulouse a doublé à peu près en 5 ans, ce qui est quand même avec donc du coup un prix à la nuitée qui baisse, comme tu dis, foncièrement ça baisse. Donc c'est compliqué d'aller chercher des chiffres. Et en plus, la problématique de la location courte durée, moi, je vais répondre aussi à la question. C'est pour moi la course à la décoration, la course à être au goût du jour, parce que tous les jours, tu as des nouveaux biens qui arrivent sur le marché et tous les jours, tu es en concurrence avec des choses
Enfin, c'est comme si tu as une paire de pompes neuves et une paire de pompes usées à côté qui a 2 ans, bah forcément, ça va faire la différence. Donc si c'est au même prix, tu vas vite faire ton choix. Et là, c'est exactement la même chose. Et ça, nous, on le constate beaucoup. Donc petit à petit, on enlève, à titre personnel, en tout cas, les biens de la location courte durée. Et ce que tu dis sur la professionnalisation du secteur, c'est vrai que je pense que ça aura un effet bénéfique sur ça. Ça écrémera, etc. Mais à la fois, les mairies ne l'entendent pas comme ça et veulent faire la chasse aux professionnels qui, justement, industrialisent la location courte durée et laissent un petit peu de place plutôt au petit propriétaire qui va faire sa location courte durée dans son coin. Donc c'est ça aussi que c'est difficile à trouver comme équilibre entre les volontés locales et la volonté au national et au niveau du gouvernement. Donc moi je pense que c'est un vaste sujet, la location courte durée, qui doit se traiter au cas par cas, en fonction des localités, de comment on est structuré, de ce qu'on a envie de faire. Et voilà. Et puis il y a la location courte durée, la location saisonnière, c'est quand même 2 choses différentes aussi. En bord de mer, dans les stations balnéaires ou en montagne, c'est différent, totalement différent. Effectivement, ça peut avoir peut-être plus de sens finalement que dans des villages où il y a quand même moins de besoins. Donc, voilà. Alexandre, ta vision 2025 ? Ma vision 2025, alors juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est pour ça que j'ai choisi le parking, c'est du bail code civil, c'est pas la même législation, c'est du code civil. Donc, sur le parking ? Ouais. Ah oui, c'est sûr, c'est beaucoup plus souple. Ah oui. En fait, c'est que la souplesse en fait, de la législation, de fait, grâce au bail code civil, est beaucoup plus protectrice vis-à-vis du propriétaire bailleur. Donc ça, c'est un point. Donc je referme cette parenthèse. Écoute, moi, la vision 2025, c'est... je vais pas forcément racheter beaucoup de parkings. Je vais en racheter un, là, a priori. Bon, c'est un peu long chez le notaire, mais... T'en as eu qu'une centaine, non ? Ouais, un peu moins, mais pas loin. Ma vision, c'est plutôt d'écrire des livres et de développer... ma légitimité à travers les livres. Je vais donner des cours dans une école de commerce aussi sur la vente et la négo. Et je commence à avoir des partenariats aussi avec des entreprises qui me sponsorisent en tant qu'ambassadeur. Alors plutôt sur le parking pour l'instant, mais j'ai un contrat aujourd'hui avec un gros acteur du parking en France. Donc je mise plutôt là-dessus aujourd'hui et sur dégager du temps aussi pour le perso. Donc je suis moins dans cette course à la performance. Tu vois, là, je ralentis un peu pour la première fois. Pendant 12 ans, j'étais à fond. J'avais une roadmap très précise avec un temps d'achat de parking, etc. par an. Et là, je ressens le besoin, à 38 ans, de ralentir un peu et de revoir un peu mes priorités. C'est intéressant parce que la convention l'intervention que j'ai faite tout à l'heure, on parlait justement de cette phase où tu as une phase de développement, où tu fais quand même pas mal de sacrifices parce que ça demande du temps, ça demande forcément de faire des choix différents de ceux des autres, souvent, qui était un peu tout le temps le mec en marge, quoi, ou la fille en marge. Et après, tu as une phase de consolidation et une phase où tu vas kiffer, voire même fortement alléger pour juste garder l'essentiel. Je suis un peu là-dedans, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait la phase à fond, vraiment à fond. Il y a eu la phase de consolidation, je suis encore un peu dedans, mais je tends vers une phase où je préfère perdre un peu d'argent et m'occuper de ma vie perso et de mes loisirs, du sport, des choses comme ça. Ce qui ne veut pas dire que dans 5 ans, je ne vais pas réaccélérer sur quelque chose. Mais là, aujourd'hui, j'ai les parkings qui tournent, j'ai le plan d'action sur les livres, les cours. Je me suis associé dans une entreprise qui fait de la production cinématographique aussi. J'ai pris des parts, tu vois, ça se développe. Donc, je préfère profiter un peu, tu vois, être un peu plus contemplatif. Ouais. Ça a du sens. En fait, je pense qu'il y a eu une quête de sens à un moment dans ma vie. Je me suis dit, à quoi bon enchaîner. Quand ton âge avance, que t'as pas encore d'enfants, ou t'as pas ta vie perso, etc., et t'as envie d'activer ces leviers-là, et que c'est important pour toi en termes de valeur, tu te dis, ok, on va revoir un peu, on va prendre un peu de hauteur, et je suis dans cette période de vie, mais qui est très bien. Je pense que c'est très louable aussi, tu vois, de l'être, ou en tout cas d'y aspirer. Sur la partie financement, j'aimerais bien qu'on en parle 2 secondes. Alors ça va moins concerner tes projets à toi, Alexandre, pour le coup, mais plus l'IMO. Comment vous voyez le financement en 2025 et comment vous voyez l'évolution des ratios d'apport qui sont demandés aux investisseurs ? Alors pour ma part, j'ai commencé en perso. Donc j'ai réussi à faire financer 8 biens en perso. Non sans galère, hein. Et là, je m'oriente plutôt vers une SCI familiale. En étant salarié. En étant salarié. Donc quand même, oui, j'avais la facilité en étant en CDI fonctionnaire de pouvoir emprunter. Mais avec un taux d'endettement assez haut.
Donc ça a été à chaque fois compliqué. J'ai dû passer par plusieurs banques, par un courtier pour obtenir les financements. Et là, avec ma mère, on s'associe en SCI familiale pour lever plus facilement du financement. Mais c'est vrai que depuis les 3 ans où j'investis, j'ai commencé avec des taux à 0,8%. Et aujourd'hui, on est autour de 4% et on nous demande de plus en plus d'apports. Donc c'est vrai que c'est un sujet. Je pense qu'il y a encore des financements à 110%, mais ça devient de plus en plus rare. Et j'ai certaines banques qui nous demandent 20%. Donc il y a cette question de comment on dégage suffisamment de trésorerie, suffisamment de cash pour être capable d'enchaîner. Et c'est pour ça que je pense que l'investissement locatif ne suffit plus. Il faut à côté une activité, donc soit un très bon salaire, soit une activité annexe en ligne par exemple, ou un business, pour pouvoir se dégager cet apport et continuer. Ton avis, Sonine ? Alors c'est vrai que les banques effectivement demandent maintenant entre 10 et 20% d'apport. Clairement, moi je le vois sur mes clients, parce que j'accompagne beaucoup d'investisseurs immobiliers. Donc financer 110%, les clients n'y arrivent plus à les obtenir. On est vraiment sur de l'apport obligatoire, sur toutes les banques. Après, par rapport au profil, de ce que j'entends de mes clients, ils partent aussi parfois sur des banques privées. Donc moi j'ai des contacts avec de courtiers qui partent sur des banques privées, qui amènent les clients sur des banques privées, où là ils arrivent à décrocher des financements, plutôt que sur les banques vraiment qu'on croise à toutes les rues. Ce que demandent les banques maintenant de plus en plus, c'est vraiment une garantie une garantie. Plus de sécurité, de garantie ici sur le projet finalement. Se dire que les clients a tout prévu par rapport au financement du projet. Pardon. Moi j'ai des clients qui me demandent de plus en plus des prévisionnels certifiés par un expert comptable. Voilà. C'est-à-dire qu'on va vraiment tout dresser et c'est très bien comme exercice, j'ai envie de dire, parce que j'ai beaucoup de clients aussi qui arrivent et qui ne sont pas du tout formés. Alors c'est pas pour faire l'apologie des formateurs, mais on investit quand même une grosse somme d'argent en fait. Donc il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Et quand on a des gens qui ne savent pas qu'il y a tel ou tel frais à prévoir ou des taxes, et ça c'est mon boulot, de prévoir toutes les taxes, c'est bien pour eux de se poser, en fait, clairement, de dresser vraiment un panorama de toutes leurs dépenses finalement qu'ils vont avoir et de prévoir ce que ça va leur coûter réellement, voir si le projet est viable ou pas. Donc c'est forcément avoir de l'apport, c'est en plus anticiper les premières dépenses aussi, surtout quand il y a des travaux. Prévoir les impayés quand ça peut se présenter, c'est tout ça. Donc en ayant ces paramètres-là, c'est-à-dire que quand la banque voit effectivement un dossier qui est bien monté, qui est présenté de façon professionnelle, c'est-à-dire faire la projection du bien, le potentiel du bien, souvent on a des gens qui investissent dans des petites villes, donc les banques ne connaissent pas forcément. Quand vous allez voir une banque parisienne ou une banque dans une grande ville, elle ne connaît pas forcément l'autre ville en fait, et le potentiel d'une autre ville. Donc il faut lui amener cette information, il faut lui projeter en fait le bien, ce qu'on veut en faire, la valorisation que ça va en faire. Donc n'hésitez pas à aller sur Meilleur Agent pour faire une simulation de ce que ça peut coûter. Le fait que vous l'achetez beaucoup moins cher que le marché, voilà. Donc c'est déjà la plus-value qui peut être latente là. Et puis arriver effectivement avec un compte de résultat prévisionnel. Voilà mes dépenses, voilà ce que je prévois comme encaissement. Voilà, j'ai également prévu les impayés, c'est une ligne, voilà. Donc malgré ça, vous voyez, j'arrive à m'en sortir. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment sécuriser le banquier et lui montrer qu'on a vu tous les paramètres, qu'on a étudié tous les paramètres et que lui en gros n'a plus qu'à recopier votre tableau finalement. Voilà. Vous lui faites gagner aussi du temps en ayant fait ces analyses-là, et puis ça lui permet d'aller montrer à sa direction quand il doit demander l'autorisation de financement. Mais quoi qu'il en soit, il faut du cash plus qu'avant. Il faut du cash. On est tous d'accord là-dessus. Il faut du cash. Il faut l'apport. Il faut l'apport. Et pour les startups, tu voulais intervenir, Pauline ? Peut-être juste un dernier point sur aussi l'épargne de précaution qu'on nous demande de plus en plus. Oui. Donc en plus de l'apport, il faut qu'il y ait l'équivalent d'un an de loyer disponible sur le compte pour sécuriser encore les banques et avoir une garantie en plus. Et je vais préciser, Julien, parce que du coup, j'ai juste y repensé. C'est vrai que maintenant, on part aussi sur des montages de sociétés. Voilà. Ça, c'est aussi une solution parce qu'on s'aperçoit que les gens qui veulent acheter en nom propre, ça ne marche plus. Par contre, s'ils achètent en société, ça peut fonctionner. Voilà. Donc, faire un montage de SAS, pour de SI, oui, forcément, en faisant entrer d'autres associés. Oui. C'est le cas sur beaucoup de... Les gens s'associent des fois pour un projet. Oui. Voilà. C'est vrai. Et puis s'associent sur un autre projet. Voilà. Des gens qui apporteraient de la capacité d'endettement ou de la garantie supplémentaire ou même du cash des fois. Tout à fait. Okay. Et c'est vrai que si vous avez un business, vous pouvez aussi acheter de l'immobilier via votre business. Bien sûr. Voilà.
Donc après, tout dépend de ce que ça peut être. Il y a un risque qui est que si votre boîte se casse la gueule, le bien immobilier il est dedans, donc c'est embêtant. Si vous vendez votre boîte, le bien immobilier est dedans, donc c'est embêtant. Ouais. Par contre, ça peut aussi valoriser votre boîte. Parce que justement, il y a un bien parce qu'il y a de l'actif. Exactement. Ouais, totalement. Voilà. Ok. Alexandre, le financement pour investir dans les startups, c'est mort, je crois. Il faut du cash. Oui, tu fais pas un emprunt pour investir dans une startup. Voilà. Malheureusement, c'est tes fonds propres. Ouais. Donc, si c'est un fonds d'investissement, ça peut être le son de tes souscripteurs qui vont investir. Mais moi, en l'occurrence, c'est mes fonds propres. Donc, c'est un gros risque d'investir dans les startups. Ça, je mets vraiment en garde les gens. Ça peut paraître un peu sexy quand on regarde un peu la télévision, parfois avec 2-3 émissions, mais c'est très risqué puisque tu investis tes fonds propres. Il n'y a pas d'effet de levier, malheureusement. Et c'est assez illiquide. C'est très illiquide. Parce que je te dis, en moyenne, c'est 5 ans l'horizon de liquidité. Et le taux de casse, c'est 70% en moyenne. Alors, attention, c'est 70% en prenant au global. Et au global, il y a beaucoup de startups B2B, des SaaS, du logiciel, Web3, etc. Et ça, c'est assez fragile. Moi, venant de l'immobilier au départ, comme nous tous ici, j'ai investi dans des startups qui sont plus terriennes. Tu vois, certains disent que ce n'est pas des startups, mais c'est des startups. Parce qu'une startup, c'est une entreprise qui a besoin de liquidité rapidement. C'est ça, startup. Mais une enseigne de restauration ou une enseigne de boulangerie comme Tranché, où j'ai investi, où il y a 3 points de vente à Paris, c'est une startup. Mais c'est plus sécure parce que tout le monde va manger du pain. Mais il y a beaucoup de business angels qui ne veulent pas aller sur ces business-là parce que le potentiel est moins important. En fait, eux, ils veulent multiplicateur à la sortie, il est moins important, c'est sûr. Mais le risque est moindre. C'est ça. Donc, finalement, il faut pondérer ces 70% de taux de casse qui sont au global. Mais si tu prends des entreprises plus traditionnelles, peut-être que c'est 50%. Effectivement, beaucoup d'investisseurs veulent le nouveau Facebook, le nouvel Instagram, le nouveau Stripe. Mais moi, j'ai préféré des business physiques plus sécures où je peux voir quand je vais dans la rue. Pour moi, c'est beaucoup plus sécurisant que du B2B SaaS un peu plus agressif. Un conseil à donner aux gens qui voudraient soit se lancer, soit accélérer en 2025 ? Alors moi, j'ai prêché pour ma paroisse, je suis désolée. C'est bien se préparer, bien préparer ses comptes, bien préparer sa fiscalité. Alors, se faire accompagner dès le départ par un expert comptable, par un fiscaliste, vraiment quelqu'un qui connaît votre situation et qui peut vous proposer les bonnes stratégies, le bon régime qui correspond à ce que vous souhaitez. Ça, c'est très important pour moi et c'est ce qui permet de payer moins de pots cassés, on va dire. Et d'ailleurs, on mettra tous les liens de vos réseaux sociaux dans la description de l'épisode, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Comme ça, les gens pourront vous solliciter si besoin, ils ont des questions, des besoins de conseils. Moi, j'ai envie de parler de focus et de charge mentale, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de stratégies sur les réseaux. Il y a ce syndrome de l'objet brillant, où à chaque nouvelle idée qui arrive, on a envie de se lancer. Mais en fait, pour moi, la réussite, c'est le fait de prendre une idée, la sélectionner, et rester stable sur cette idée pendant 2-3 ans. Et pas s'éparpiller, parce que personnellement, je l'ai fait, c'était une erreur. J'ai essayé d'aller sur plusieurs plans, avec aussi un job en parallèle. Et au niveau de la charge mentale, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Donc vraiment, essayer d'être focus et de diriger ses efforts vers une seule direction. Et pas plus de 2-3 maximum activités en même temps. C'est la leçon que je me serais donnée. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est vrai ce que tu dis. En fait, c'est à double tranchant les réseaux sociaux. Toi, tu l'as vu, Pauline, avec la création de contenu. Ça apporte beaucoup de choses, mais en même temps, c'est un défocus parce qu'il y a plein de gens qui vont te demander ils vont te poser des questions, tu n'as pas forcément le temps de leur répondre, ou des gens vont t'amener vers un projet, vouloir s'associer avec toi, mais c'est plus leur projet que le tien, et toi, tu acceptes, tu ne sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est par affinité ou c'est un peu compliqué. Donc, je pense que rester focus, c'est très, très important. Et ta question, c'était sur les conseils qu'on pourrait donner à quelqu'un qui veut se lancer. Aujourd'hui, c'est compliqué de savoir dans quoi se lancer parce que l'immobilier, on voit que ça se resserre quand même de manière très significative. Les crypto-monnaies, c'est quand même très très fluctuant. La bourse, il y a des choses, mais de toute façon en France on est immobilier numéro 1 culturellement depuis tout le temps. Les startups, il y a beaucoup le syndrome de l'objet brillant avec des entreprises qui se sont créées, qui prennent des frais à l'entrée, des frais à la sortie, et on voit que passer cette hype, c'est moins intéressant.
Donc je pense que il faut prendre un peu de hauteur, couper un peu les réseaux sociaux de temps en temps, savoir dans quoi on est à l'aise, pas quitter trop vite un emploi salarié aussi, c'est-à-dire qu'il faut bien capitaliser, lever de la dette si on fait de l'immobilier. Moi je dis toujours qu'il faut se servir de son CDI si on en a un, hein. Tout le monde n'est pas salarié qu'un CDI, mais il faut vraiment se servir de cette opportunité. On se plaint beaucoup, on a beaucoup de chance aussi en France d'avoir cette opportunité, Carrément. d'avoir un CDI, tu vois. Aux États-Unis, on peut te virer si le patron est mal luné, ça peut se finir à regarder le journal chez toi. Il faut bien se servir de ça et après se former aussi, je pense. Il ne faut pas être trop impatient. Après, nous, on est plus proche de la quarantaine, donc on sait qu'il faut patienter. Mais c'est vrai que la nouvelle génération, avec les TikTok, les réels, etc., je trouve que ça, d'un côté, ça a fait beaucoup de mal parce que ça part dans tous les sens. Mais de l'autre, le seul point positif, c'est que ça donne envie aussi aux jeunes générations de s'émanciper. C'est vrai. Et ça, c'est le point positif, tu vois, qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui veulent entreprendre. Quand tu poses la question à un micro-trottoir, tu poses la question, les gens ne se voient plus rester 10 ou 20 ans dans la même boîte comme la génération de nos parents, de nos grands-parents. Donc je pense qu'il y a à boire et à manger, et que tout va vite, et il faut parfois prendre un peu de recul et ralentir un peu, je pense, pour moins faire d'erreurs. Parce que les erreurs, ça coûte hyper cher, que ce soit dans l'IMO, dans les startups, je n'en parle même pas. Donc je pense que ralentir un peu, se concentrer un peu sur sa famille, sur son bien-être, sur son entourage, je pense que c'est hyper important en ce moment, en fait. Ouais. C'est ma vision. Donc je résume rapidement. Restez focus, avec de bonnes valeurs, bien accompagné. C'est le mot de la fin ? Ça vous va ? Pour moi, oui. Bon, merci à vous trois en tout cas pour cet épisode un petit peu à l'improviste. Merci beaucoup. Merci. Mais plein de valeurs. Voilà, pour tout le monde. Et je vous souhaite plein de réussite aussi dans tout ce que vous allez entreprendre encore, parce que j'ai l'impression que vous gardez quand même la motivation, même s'il y a une envie de se motiver à kiffer maintenant, et c'est bien normal. Donc voilà, puis je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao. Merci. Ciao.